Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 mars et pour commencer le journal du jour, nous allons parler d'Issa Diop et de son choix de sélection pour le Maroc, un choix qui est amplement commenté, très critiqué, et je vais essayer d'apporter un truc qui se fait désormais rare dans le football, un petit peu d'empathie et de bienveillance, même si évidemment il y a des choses qui m'interrogent comme tout le monde. On reviendra aussi sur des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On commencera par la rencontre phare de notre Ligue 1 qui opposait le Stade Rennais aux Lillois. On ira ensuite du côté de Marseille et du match face à Auxerre, et puis on bifurquera pour la Première Ligue avec une rencontre où on peut qualifier ça de choc des titans entre Manchester United et Aston Villa, puisque c'était le podium de Première Ligue qui se décidait ici, du moins très temporairement. Et enfin, on terminera avec un petit mot sur la quête de numéro 9 du côté d'Arsenal. Il y a des rumeurs et ça amène quelques commentaires là aussi. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Issa Diop va défendre le Maroc alors qu'il avait déclaré il y a quelques années que ce serait un peu hypocrite d'aller dans une autre sélection que la France, des propos qui datent de 7 ans alors qu'il avait 22 ans, qu'il évoluait à West Ham et qu'il avait déjà été sollicité par le Maroc mais aussi par le Sénégal. On rappelle qu'Issa Diop c'est un joueur qui a déjà joué avec l'équipe de France, pas en équipe A bien évidemment, c'est pour ça qu'il peut être sélectionné par le Maroc, mais il a fait grosso modo l'intégralité des classes de jeunes. Sauf que voilà, depuis les déclarations d'Issa Diop, sa carrière a connu une tournure un petit peu moins prestigieuse qu'escompté. Il est désormais valorisé à 10 millions d'euros et c'est un joueur qui évolue à Fulham où il a tout de même des difficultés à trouver du temps de jeu. Alors évidemment, face à ce choix de la sélection marocaine, après les déclarations qu'il avait fait sur l'équipe de France, tout le monde lui tombe dessus en disant qu'il est incroyablement hypocrite et que finalement le choix du Maroc c'est un choix par défaut. Je peux comprendre ces critiques, mais en tant que créateur de contenu qui amène des commentaires qui se veulent un peu plus réfléchis que la première réaction émotionnelle, je tiens quand même à dire un truc, c'est qu'en 7 ans, on peut changer d'opinion. Je sais que ça peut paraître délirant de dire ça suite à des déclarations aussi fortes, mais finalement, Issa Diop, c'est un mec qui a grandi en France, qui a été formé en France, qui a fait toute sa vie en France. Le pays de sa mère, il le connaissait peut-être relativement mal quand il était jeune, il a peut-être appris à le connaître et à l'aimer en grandissant, et finalement, ce sont des choix du cœur qui sont très faciles à juger, mais en réalité très complexes à comprendre. Ça fait peut-être un peu moins de buzz, un petit peu moins de clics, un petit peu moins de réactions que de dire ça, que de simplement taper sur lui et de tirer sur l'ambulance, mais ça me semble important à rappeler. La morale de l'histoire, pour moi, qu'on approuve ou non le choix d'Issa Diop, qu'on le considère ou non comme hypocrite, c'est que quand tu es un jeune joueur, il faut parfois garder ta langue dans ta poche. Tu peux avoir des pensées extrêmement profondes, des pensées qui sont ancrées profondément dans ta tête, que tu te dis qu'elles seront absolument imbougeable dans le temps, bah parfois vaut mieux rien dire parce que tu sais pas de quoi l'avenir sera fait. On a tous dit des trucs quand on était jeune qu'on regrette aujourd'hui ou on a changé d'opinion. Ça peut être pareil pour la carrière d'un footballeur. La vraie question, c'est est-ce que c'est déshonorant pour le Maroc d'être considéré comme un choix B? Ben moi là-dessus, j'ai envie de dire que je fais confiance au staff de la sélection. Après tout, ils ont échangé avec Issa Diop. S'ils le jugent digne de défendre les couleurs du Maroc, j'imagine que c'est parce qu'il y a de bonnes raisons. Mais je comprends la colère des supporters marocains, bien évidemment. Terminé la folle remontée du Stade Rennais qui connaissait une belle série de matchs victorieux depuis l'arrivée de Francaise sur le banc. En même temps, tu as affronté un sacré morceau, les Lillois qui occupent justement une place européenne que tu peux désormais convoiter avec ta remontée dans le classement de Ligue 1. Mais les hommes de Bruno Genesio ne l'entendaient pas de cette oreille. Vous voyez le score, ça a donc terminé sur un 1-2 au Rosen Park. Voici les compositions qui étaient alignées. Lille se présentait tout de même diminuée. On pense à Benjamin André autour duquel il y a pas mal d'interrogations. Mais Fernandez Pardo en pointe a été absolument fabuleux. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. On peut parfois lui reprocher un manque de côté tueur, une certaine irrégularité, mais ici, buteur, passeur, dangereux dans l'animation. C'est un joueur qui, sur le papier, était numéro 9, mais qui en réalité a été très mouvant dans ses déplacements. Et je trouve qu'il sort une prestation qui est vraiment à saluer et qui fait vraiment plaisir. Mais de manière générale, toute l'animation offensive lilloise a bien fonctionné. Et ça fait du bien parce que je trouve que Lille, c'est une équipe qui se cherchait un peu dans cette capacité à créer des occasions, cette capacité à tuer les occasions qu'ils arrivent à avoir. Et ici, ils l'ont eu. Et il fallait bien ça pour faire craquer le Stade Rennais. Parce que Rennes, ça reste une équipe qui
depuis que Francaise a débarqué est assez intéressante. Défensivement, on n'a plus de dingueries qui sont concédées. C'est une équipe qui est assez solide. Au milieu de terrain, t'es drôlement bon, mais en face, t'avais Boady, et Boady c'est un jeune Lillois qui est extrêmement performant, qui a fait mal à l'adversaire, et c'est ça qui a fait tourner un petit peu le match, en plus d'avoir des attaquants un peu plus efficaces. Du côté du Stade Rennais, moi ce que je regretterais, c'est que tu as une pointe qui est très bonne, on sait que Le Paul est un excellent joueur, mais il manque parfois de service, les ailiers rennais sont parfois pas tout à fait au niveau, donc finalement ça vous donne une rencontre qui est assez justement remportée par les Lillois à mon goût. Au classement, tu as un mouchoir de poche entre la 7ème place rennaise et la 5ème place lilloise, ça joue à 1 point. Tu as Monaco qui revient également très très fort, donc la course aux places européennes, ça va être plein de suspense jusqu'à la fin de saison de Ligue 1. Marseille galère au Vélodrome face à un club qui finira sûrement en Ligue 2, c'est pas brillant, c'est pas enthousiasmant, c'est clairement pas le genre de match qui fait déplacer les gens au Vélodrome, on l'a vu, mais vous savez quoi, au bout d'un moment c'est terminé la période de rêve pour l'Olympique de Marseille, c'est le bordel dans la direction, t'as changé de coach et la fin de saison elle va jouer dans la boue, elle va se jouer avec des matchs parfois un petit peu dégueulasses mais où tu vas essayer d'aller chercher le résultat, c'est une chose que tu as faite ce week-end et du coup je pense qu'on peut être quand même un petit peu satisfait pour Marseille. Voici les compos qui étaient alignés pour cette réception d'Auxerre, un 3-5-2 assez conservateur dans l'approche, on est assez loin du droit au but qu'on attend de l'Olympique de Marseille, c'était justement Aubameyang qui était titularisé pour convertir ce slogan en réalité offensive, et finalement c'est Gouiri qui a fait une entrée plutôt intéressante, c'est d'ailleurs le seul Marseillais que j'ai vraiment envie de saluer au cours de la rencontre qui va inscrire le seul but du match, parce que finalement ce match de l'Olympique de Marseille c'était assez cohérent, notamment défensivement, même si je pense que si tu avais eu des grands attaquants en face t'aurais craqué, mais c'est un match que j'ai trouvé sans génie. C'est un match où je trouve que l'Olympique de Marseille a été assez peu porté vers le but, a assez peu créé d'occasions véritablement dangereuses. Auxerre a été une équipe qui a été carrée, mais franchement, c'était pas l'adversaire du siècle. Et en fait, cet Olympique de Marseille, qui a souvent été une équipe spectaculaire, qui a souvent été une équipe volcanique, qui offrait des occasions à ses adversaires mais qu'en créait aussi beaucoup, là c'est un petit peu tout l'inverse, et c'est remplan-plan, c'est calme plat, mais ça fait 3 points et c'est peut-être ça qui est à retenir. Les stats de la rencontre vous montrent que c'était pas de la folie. 0,82 buts attendus pour les Marseillais, 0,31 pour les Auxerrois. Évidemment tu tires davantage, mais même en termes de possession c'était quasiment kiff-kiff. Ce qu'il faut voir, c'est donc le classement général de Ligue 1. Marseille enchaîne 3 victoires d'affilée, 49 points, 2 d'avance sur l'Olympique Lyonnais qui bloque un petit peu. En plus, les Marseillais ont le goal average. Et côté Auxerre, tu peux te réjouir de la nullité de tes poursuivants, et je dis ça en tant que Nantais, parce que c'est peut-être ça qui va te permettre d'espérer de rester en Ligue 1 si jamais tu réussis tes barrages. Manchester United est définitivement de retour en Première Ligue, une victoire 3-1 face à Aston Villa qui est pas dans la forme du siècle, et surtout une victoire 3-1 qui nous aide à y voir un petit peu plus clair dans la course au podium de Première Ligue. Voici comment ça s'est dessiné. Les compositions étaient les suivantes: Bruno Fernandes à la baguette dans un gros match de passes décisives, il se retrouve globalement dans tous les bons coups de l'équipe, et j'ai envie de souligner aussi la prestation de Casemiro. Il y aura son but qui sera beaucoup relevé évidemment dans les commentaires, mais il faudra parler de son match dans son ensemble, où au milieu de terrain ça a été un véritable chien de guerre. C'est le genre de joueur contre lequel t'as pas envie de jouer parce qu'il a été assez dur, assez actif. Ça a été le mec qui a vraiment solidifié Manchester United et qui a permis de faire extrêmement mal à Aston Villa. Un Aston Villa qui m'a déçu un petit peu en défense, avec Bogarde qui a pris l'eau, mais de manière générale c'était pas incroyable. Watkins a été plutôt bien verrouillé, et là c'est pas Watkins que j'ai envie de pointer du doigt négativement, c'est la charnière centrale de Manchester United que j'ai envie de pointer du doigt positivement, puisque les Red Devils lui ont assez peu laissé d'espace, ont assez bien coupé les ballons qui pouvaient être intéressants, étaient hyper attentif à ses appels, et du coup tu t'es retrouvé avec un Manchester United qui a sorti un match carré. Si tu ajoutes à ça le fait que Cunha est buteur, que tu as une bonne entrée de Sesco, que Bruno Fernandes était dans un bon soir, ça fait une victoire amplement méritée pour Manchester United, une victoire qui finalement te permet, vous le voyez, de monter sur une troisième place où tu as un peu d'avance désormais, 54 points. Si Aston Villa l'avait emporté, ça aurait pu être l'inverse en classement général, mais Aston Villa reste sur 3 défaites consécutives en Première Ligue. Il faut faire attention,
Parce que désormais, c'est dans le rétroviseur qu'il faut regarder, puisque Liverpool va pouvoir poser des soucis à l'équipe de Unai Emery. Arsenal voudrait un autre numéro 9, c'est ce qui commence à sortir dans la presse, comme quoi les 76 millions d'euros bonus compris que t'as posé sur Gyökeres ne suffisent pas à résoudre ton problème d'attaquant de pointe. En même temps, il faut avouer que Gyökeres cette saison, ça a de quoi laisser un petit peu dubitatif. Alors il a tout de même marqué 16 buts en 40 matchs, 29 en termes de temps de jeu, c'est pas honteux, mais il a mis quelques doublés, et si on regarde vraiment le détail de sa saison, il marque grosso modo un match sur 4, un petit peu plus, c'est évidemment pas satisfaisant pour une équipe dominante comme Arsenal. Le problème en fait avec Gyökeres, c'est le jeu, vous le savez. Gyökeres, il a des qualités de finisseur qui sont évidentes, c'est un joueur qui en plus ne triche jamais sur le terrain, qui fait des efforts, et j'ai beau pas être un grand fan de Gyökeres, je reconnaîtrais le fait d'être un mec que t'as envie d'aimer. Mais je le disais déjà à l'époque du Sporting, Gyökeres, les gens voyaient pas ces matchs, ils voyaient juste les statistiques. Et Gyökeres, il avait quand même des lacunes techniques qui étaient assez évidentes, et j'ai l'impression que du côté d'Arsenal, ses coéquipiers l'ont de plus en plus en tête, et qu'ils vont pas toujours le choisir comme solution de prédilection pour le servir, et qu'en termes de déplacement, il a parfois en plus du mal à se rendre aussi disponible que ce qu'on voudrait. Du coup, la première touche de balle est pas fabuleuse, il est peu servi, ça suffit à créer énormément de frustration, même si dans l'absolu, c'est pas un mauvais attaquant. Alors là où tu peux te consoler, c'est que 76 millions d'euros, c'était bonus compris, peut-être que le transfert tournera davantage autour de 67 millions d'euros, mais ça reste une sacrée somme. Alors pour le remplacer, t'as un joueur qui est évalué à beaucoup moins, puisqu'il est évalué, vous le voyez, à 10 millions d'euros, c'est Nicolo Tresoldi qui a débarqué à Bruges cet été. Alors en réalité, vous voyez 13 millions d'euros de valorisation, j'arrondis à 10, mais le transfert serait au-dessus ça si jamais il se faisait au cours du mercato estival. C'est un joueur qui fait une très très bonne impression du côté de Bruges alors qu'il débarque tout juste. Je pense qu'à moins de 25 millions d'euros, c'est simple, il n'y a même pas de discussion. En termes de stats, sur le papier, c'est assez proche de Gyökeres, ça me fait rire. Il en est à 16 buts en 43 matchs, mais en termes de temps de jeu, c'est davantage 27 matchs. Il est un peu plus passeur, mais le profil m'interroge. Alors je vais être honnête, je le connais assez peu, mais de ce que j'ai lu, ça ressort un profil volontaire au pressing, intéressant dans les déplacements, mais peut-être pas autosuffisant. Et ça, c'est justement le problème de Gyökeres, c'est le fait que ce soit pas un joueur autosuffisant et que parfois il a du mal à trouver la connexion avec ses coéquipiers. Alors tu peux ne pas être autosuffisant et tout de même être un bon terminal offensif, même dans une équipe qui a une réputation à être plutôt joueuse. Regardez Erling Haaland du côté de Manchester City, mais c'est aussi le côté profil qualitatif du joueur qui m'interroge. Je suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais joueur, évidemment je le connais mal, donc je me permettrai pas un jugement aussi définitif, mais de ce que je vois, c'est décrit comme un élément d'avenir, qui est prometteur, qui est d'ores et déjà performant, mais qui tue pas tous les débats. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça fait une éternité qu'Arsenal se positionne sur ce type de profil, qui sont de bons joueurs, des joueurs intéressants, mais qui clôture pas tous les débats. Or, il faudrait peut-être à un moment te dire, ok, on pose 100 millions d'euros sur ce poste, mais au moins on a une certitude. Alors les profils sont rares, c'est peut-être ça la problématique, mais en tout cas me dites pas qu'Arsenal n'a pas d'argent, parce qu'au cours des 3 dernières années, il y a eu beaucoup de dépenses faites sur le marché des transferts. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, Gyökeres va encore devoir prouver qu'il mérite sa place. Terminé pour le long journal du jour cet après-midi, nous ferons un point sur le Paris Saint-Germain qui n'a pas été évoqué la semaine dernière puisqu'on s'était attardé plus longuement du côté de Chelsea. Je me suis un peu retenu de parler du PSG ces derniers temps, donc j'ai pas mal de choses sur le feu. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut.